Je le tourne. Ouais. Okay, Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux pour venir assister donc aux projections de notre invité d'honneur. Parce que tous les ans, on a, en plus des cinéastes qui viennent, on a un invité d'honneur. Et cette fois-ci, c'est un grand plaisir parce que je le connais depuis 40 ans. Il était tout petit, pas en taille, déjà était grand, mais il était tout petit. Et c'est Moussa Senabsa. Enfin, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Toujours aussi beau, toujours aussi bien habillé, toujours bien coiffé. Merci. Moussa Sen, donc, qui est un cinéaste qui a fait énormément de films, en fait, qui a commencé il y a très longtemps, peut d'abord être acteur et metteur en scène de théâtre, mais rapidement. Hein. Et puis après, il a commencé à faire des courts-métrages. Et il a tourné énormément de films, beaucoup de documentaires et beaucoup de fiction. C'est ça qu'on peut dire? Yes. Avec un univers très particulier. Alors on parlera après le film des Baïfal, etc., etc. Mais c'est un peintre aussi. Et d'ailleurs, on a accroché quelques-unes de ses toiles à l'Estran. Si vous avez le temps d'aller voir demain, parce qu'ici on n'a plus la place. Mais donc il y a 5 toiles magnifiques de Moussa qui sont à l'Estran. Donc si vous avez le temps d'y aller, parce qu'il repart lundi pour Rio, où il va faire une immense exposition de ce tableau. C'est un peintre actif. Voilà. Et bon, alors on va parler un petit peu des films. On a vu Violet l'autre jour, qui est un documentaire. Donc c'est un aspect de ton travail. Et là, c'est l'autre aspect de ton travail. C'est le monde, en fait, ton monde. Hein, un monde un peu comme Augure, en fait, avec des fulgurances filmiques, mais aussi un vrai fond. Hein, et puis comme tu es quelqu'un qui a une grande gueule aussi, qui parle contre le pouvoir assez facilement, c'est un petit peu de ça, c'est un petit peu ça aussi que raconte Tableau Ferraille. Absolument. Tableau Ferraille, il y a 27 ans. Hein. Ah oui. Ça n'a pas vieilli. C'est le premier volet de la trilogie que j'ai dédié aux femmes. Le premier volet, donc, c'est Tableau Ferraille que vous allez voir ici. Il y a un autre film qui s'appelle Madame Brouette. Qui a vu Madame Brouette ici? Ah, il y en a qui l'ont vu. C'est le deuxième volet. Et Khalé, que vous pouvez voir après celui-là. Tableau Ferraille, d'ailleurs, en fait, parce que à chaque fois, Madame Brouette, ça me fait penser à Bonhomme Charrette, à Borom Sarrette, de Saint-Ben, donc à chaque fois, je pense à ça. Et sur Tableau Ferraille, tu as eu une grande surprise, tu l'as raconté au truc de Saint-Ben, mais j'aimerais bien que tu nous le redonnes, parce que quand tu commençais à tourner Tableau Ferraille, tu as eu une visite totalement impromptue et inattendue. Oui. J'étais en train de tourner une des scènes de foule, comme ça, et puis il y a mon assistant qui vient, il me dit, mais Moussa, tu as de la visite. Je dis, oh, c'est qui? Il me dit, mais viens, je te le montre. Et je sors de cette foule, et qui je vois Saint-Ben. Saint-Ben Ousmane. Saint-Ben Ousmane, qui était là, qui m'a dit, non, mais tu fais des très belles choses, j'ai vu comment tu tournes cette scène, j'aime bien comment tu fais. Et je pensais qu'elle allait partir. Et il est resté presque 2-3 heures à me regarder tourner, et je pense que ça, c'était un de mes moments de cinéma que je n'oublierai jamais. C'était quelle scène, sans indiscrétion? C'était la scène où la foule accueille président. Il y a un échassier qui raconte des conneries, et puis on accueille un personnage dans la scène. Donc, Tableau Ferraille, c'est le nom d'un village aussi. C'est là où je suis né. Voilà. Je suis né à Tableau Ferraille, qui est un quartier périphérique de Dakar, qui est devenu presque comme mon studio, parce que tous mes films sont tournés là-bas. Donc, tu as assez ouvert quand même. Hein. Tous mes films, j'ai tourné Tableau Ferraille, Madame Brouette, Yolé, Teranga Blues, tous mes films de fiction, aussi documentaires, ont été tournés là-bas. Donc pour moi, c'est un peu comme mon studio à ciel ouvert, où je peux rentrer dans n'importe quelle maison. Quand je fais un repérage, je rentre dans les maisons, je dis, ben, j'aimerais bien tourner là. Et tout le monde est content que je tourne là. Parce que... et quand je vois le film, ça me fait quand même un peu de pincement au cœur, parce que beaucoup de ces personnages ne sont plus de ce monde, et c'est ça la magie du cinéma, c'est son côté divin, qui garde les âmes, et qui permet de les rendre immortels. Donc moi j'ai eu un énorme plaisir à le faire, et j'espère que vous aurez un aussi énorme plaisir à le voir, je suis sûre. À le voir. Juste un mot, Moussa, aussi sur tes acteurs, les 2 acteurs principaux.
Ismaël Lo et Rokhaya et pardon, Fatou Ndao. Oui, en fait, c'est Makena qui devait le faire. Makena Diop. Oui, paix à son âme. Et puis il y a eu des problèmes, et puis ça ne s'est pas passé. Et 3 semaines avant le tournage, il fallait que je trouve quelqu'un. Et j'ai trouvé Ismaël Lo, qui est un musicien très connu, mais qui est passionné décidément. C'est l'homme le plus drôle que j'ai jamais rencontré. Il te fait rire à tel point que tu dis, mais Ismaël, attends, maintenant on travaille, hein, s'il te plaît. Hein, j'ai envie de... je me plie, je pissais de rire avec ce garçon complètement généreux, prêt à tout et curieux du cinéma simplement. Et je trouve que... Et Fatou Ndao qui a fait un seul film et qui est parti s'exiler aux États-Unis. Oui, il est revenu depuis, je crois. Oui. Moi, j'avais retrouvé à Little Sénégal à New York avec son bébé dans le dos et il me dit « Ah ouais, mais ici, les Américains, ils sont pas cool. J'ai mon bébé dans le dos, il m'insulte. Hein. » Oui, je m'imagine. Donc, c'était magnifique. En fait. C'est une... Et puis, toutes les femmes que vous allez voir, puis je fais une confession là. Toutes les femmes que vous voyez dans mes films me renvoient à une de mes tantes qui avait cette beauté-là. Et qui a été pour moi l'image de la beauté de la femme. Et malheureusement, elle est décédée très jeune, à 30 ans. Et à chaque fois qu'elle sortait, tout le monde se retournait. C'était vraiment une déesse comme ça. Et ma mère dit toujours, elle ne pouvait pas vivre longtemps, tellement elle était belle. Alors, merci. Dernière chose, vous allez le voir dans le film. Alors, je ne vous dis pas quand, d'accord? Pour voir si vous le reconnaissez, parce qu'il y a donc il y a 27 ans. Oui. Voilà. Hein, puis on fera un test après. On fera un test pour savoir... Enfin bon, je ne vous dis pas plus, parce que sinon vous allez deviner. Donc on regarde, on rentre à Tableau Ferraille, et puis on se retrouve après. Merci. Hein? Hein? Vous avez reconnu ou pas? Le président. Non. Non. Mais non. Mais non. Non. Encore. Non. Essaye encore. Quelqu'un. Si quelqu'un qui me reconnaît et je vais faire une petite chanson. Qui me reconnaît? Pardon? Ah, elle a trouvé. Elle a trouvé. Dam dawal manga gaday Dam gawal bala mowe Yow dawal yaaye kon nag daam sa dund gi metti na Tableau Ferraille yeewu na ci lay bee Tableau Ferraille yeewu na ci lay bee kon nag daam teen bi màbb naa kon nag daam teen bi màbb naa ba xoñ sax jóg na julee kon nag daam ba set na. Yes. Bravo. Oui, mais il a reconnu maintenant. D'ailleurs, justement, ça tombe très bien, en fait, qu'on ait posé la question avant, puisque ce chœur, en fait, qui intervient à la fin, au début et à la fin du film, dont tu es un des participants, il faut expliquer aussi sa fonction. C'est quelque chose qui reviendra dans tes films après. Dans tous mes films. Oui. Pour moi, c'est la conscience. C'est la conscience. Odile, sinon il va m'engueuler. C'est la conscience de Dame. Mais c'est Dame aussi, étant le personnage principal, bien sûr. C'est aussi la rumeur. Parce que si vous regardez bien, il n'y a que Dame qui voit ces personnages dans sa tête. Parce que la rumeur n'a pas de visage. Et ces personnages, pour moi, ce sont les Baïfal. Ce sont
Les Baïfals c'est une confrérie sunnite, c'est une confrérie musulmane très particulière parce que souvent ils ne prient pas, c'est un peu des gauchistes de l'islam, je dirais. Et moi j'en fais partie, je suis quelqu'un qui a été élevé dans cette confrérie-là. Et leurs chants m'ont toujours marqué. Leurs chants, un peu de divagation, les chants de troubadour, le Tahuran qui étaient des chants, des éloges à la vie, à la beauté, à l'amour, au courage. Et je me suis inspiré beaucoup de ça pour écrire cette musique. Et pour moi, l'écriture de cette musique a été la base de ce film. Comme tous mes films, hein. Le film que vous allez voir après, c'est le même. Enfin, je dis pas, je vais pas. Non, je vais pas. Bon. C'est la fin de la trilogie, donc. Bon, c'est la fin de la trilogie. Je ne vais pas en parler. Mais moi, je pense que moi, j'écris mes films à travers la musique déjà. D'abord, c'est les lignes musicales qui me permettent de tracer la colonne vertébrale du film. Et tous mes films partent de ce principe que la musique est partout en Afrique. C'est-à-dire quand on travaille, on chante. Quand on naît, on chante. Quand il y a la mort, on chante. Quand il y a le mariage, on chante. Donc le chant, la musique fait partie de nous. Hein? Et moi, j'ai toujours le souvenir de ma mère qui, même dans la cuisine, je l'entendais toujours chanter. Parce que j'ai eu la chance d'avoir été élevé par 4 femmes qui m'ont élevé. Et j'ai été bercé dans cet univers féminin où... mais je me rappelle mes tantes qui se parlaient en chansons. Et c'est ça qui a fait que j'ai un attachement très particulier à la musique. Mais pas à la musique comme simplement rythme, danse et chant, mais à la musique comme quelque chose qui nous adoucit, qui nous rend conscients, qui nous pose comme des miroirs de notre société et qui nous pousse à une réflexion intérieure. Parce que la musique, moi il y a des musiques quand je les écoute, ça m'apaise. Voilà. Alors le film Grande Heure et Décadence de Nomonette. Oui, c'est cruauté quand même. Hein? Oui, parce que c'est... pour moi, Dame, c'est l'image de toute cette génération d'intellectuels arrivés de la Sorbonne, rentrés en Afrique et qui ont eu des idéaux, qui sont des idéalistes, qui pensent qu'ils peuvent transformer la société parce qu'ils ont envie justement de ce qu'ils ont vécu en Europe soit transformé, transposé chez eux. Malheureusement, l'Afrique a ses pesanteurs, l'Afrique a ses règles, l'Afrique a ses contingences qui font que souvent, ce que l'individu veut, la communauté est réticente. Et la communauté est déterminante dans la vie d'un individu. On n'existe pas en dehors de la communauté. C'est la communauté qui fait ce qu'on est, qui nous empêche de faire ou qui nous pousse à faire. Et en dehors de ce prisme-là, l'individu n'existe pas. Autant les gens disent « je pense, donc je suis », en Afrique, I relate, therefore I am. Je suis un élément social, donc je suis. En dehors de l'élément social, on n'est rien. Micro. Madame Caroline a le micro. Et alors vous, quelle est la communauté qui vous porte? Moi, la communauté humaine me porte. C'est la communauté humaine. C'est tout être, toute chose qui m'aime, toute chose qui me fait réfléchir à ma condition humaine, toute chose. Moi, je
J'adore Balzac, par exemple, même si c'est compliqué. J'aime Pagnol. Je suis très attaché aux littératures afro-brésiliennes, par exemple, Jorge Amado. Je suis très... moi, tout ce qui est humain me touche. Tout ce qui est humain. C'est vraiment la réponse que je peux te donner. Parce que justement, nous vivons dans une société, malheureusement, où les individualités ont été rabotées. On nous a imposé des modes de pensée, des prêt-à-penser même. On nous a appris à ne pas être dans la meute et ne pas penser à qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes là pourquoi. Nous sommes là dans cette société pourquoi? Quelle est la finalité de notre être, de notre existence? Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Et mon grand-père disait une chose extraordinaire. Il me disait, tu sais Moussa, tu seras un homme quand tu auras compris que l'humain est en toi. Mais quand il dit l'humain, il dit tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous élève, tout ce qui nous rabaisse aussi, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous pousse aux extrêmes, aux excès. Et là, je reconnais une valeur fondamentale que j'essaie de tracer toute ma vie, c'est d'aimer tout le monde comme des êtres humains qui ont des choses, des blessures, qui ont des rêves, qui ont des obsessions parfois, des passions, et qui essayent de tracer leur chemin dans la vie compliquée, tumultueuse, où parfois on se pose des questions, on doute, on a peur, et malheureusement, on vit dans une société de peur. On nous fait peur. Le Covid était là pour nous rappeler à quel point nous sommes fragiles. Il y a une petite bête qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, qu'on ne peut pas mettre le doigt dessus, et qui a bouleversé, chamboulé le monde. Et je pense que c'est là une leçon que cette maladie, cette épidémie nous a appris, c'est que nous sommes infimes par rapport à l'immensité du monde. Et tu essaies dans tes personnages quand même de montrer qu'on peut essayer en tout cas d'être vraiment des humains dans le beau sens du terme. Le personnage principal, c'est ça qu'il essaie de faire. Mais face à l'argent, face à la corruption... Bah... Mais c'est comme se frayer un chemin dans une voie sinueuse, pleine d'embûches, plein d'obstacles, où les gens ne veulent pas que tu avances, les gens ne veulent pas... Parce que les gens... En fait, vous savez, je pense que l'individu, en tant que tel, est très égoïste. L'individu. Parce que si on dit individu, c'est une personne par rapport à une communauté. Donc l'individu pense à son bien-être, à une belle maison, une belle voiture, une belle femme, des maîtresses parfois, une maison secondaire, des vacances partout dans le monde, un yacht, une Ferrari. Mais est-ce que c'est ça le bonheur? C'est ça le bonheur? C'est ça le bonheur? Qui a dit oui? Non, lève la main. Hein? C'est ça le bonheur? Non. Mais vous savez, moi je connais des milliardaires misérables. Je connais des milliardaires misérables. Et à chaque fois qu'il me voit, il me dit, mais Moussa, comment tu fais pour garder ta bonne humeur? Tu es toujours en pleine forme, tu es toujours machin. Et puis, je vais exagérer. Et puis, quand tu parles à leur femme, ils disent, ils baissent même plus. Je suis désolé de parler comme ça, mais parce qu'ils sont misérables. C'est l'être, c'est l'entité organique qui est complètement déprimée et qui ne jouit plus de la vie
comme d'une chance extraordinaire de bénéficier des belles choses de la vie, des grâces de la vie, des choses extraordinaires. Un coucher de soleil, Dominique m'a amené voir le théâtre de l'Ardoise, et j'étais là-bas et j'ai vu les couchers, j'ai vu le soleil, les lumières sur les j'ai dit, mais c'est ça la beauté, c'est ça la vie. Hein? On a parlé de l'humain, vous avez parlé de l'humain, parlons des femmes. Moi, j'ai été élevé par des femmes. Moi, je ne connais pas mon père. Mon père est mort, j'avais 3 jours. Donc, j'ai été élevé par un groupe de femmes, mais je rends hommage, tous mes films sont des hommages à ces femmes-là. Des femmes tendres, douces, rebelles, iconoclastes, complètement barges, parfois, qui avaient des voix extraordinaires, qui chantaient, les hommes tombaient comme des mouches. Et je les voyais... porter un peu leur destin avec une telle joie, Par exemple, il y en a une, Narté, qui, elle, n'a jamais eu d'enfant, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, dans le village, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il a... Pourquoi elle n'a pas eu d'enfant? Parce qu'elle est mariée quand même depuis. Donc elle est mariée, divorcée, mariée, divorcée, mariée, divorcée, mariée, divorcée. Et à la fin de sa vie, elle a dit que je ne veux plus, je vais me taper les mecs que je veux, parce que je suis très belle, et puis la vie s'arrête là. Et puis, je l'ai vu porter, donc c'est un peu une partie de ce personnage se retrouve dans Gaïsiri. Et puis je l'ai vu un peu, à un moment donné, prendre son destin en main et se dire, écoutez, j'ai pas d'enfants, mais je vais avoir plein d'enfants. Et tous les week-ends, elle faisait des repas pour tous les enfants du quartier. Et tous les enfants du quartier venaient, mais dans sa chambre, c'était rare de voir sa chambre sans enfants. Il y a des femmes qui lui confiaient ses enfants qui partaient 1 mois, 2 mois. Donc elle avait plein d'enfants. Donc pour moi, cette condition féminine, pour moi, c'est justement ça. C'est comme quand elle part à la fin. Quand Gaïsiri part à la fin, c'est quoi? Elle a tout donné. Elle a donné l'amour, elle a donné sa beauté, elle a donné sa jeunesse, elle a donné sa générosité, elle a tout donné. Quand on a tout donné, qu'est-ce qui reste? Chanter. Rien. On a tout donné. Il ne reste plus rien. Ce qui lui reste, c'est la liberté. Son départ, c'est un mouvement vers la liberté? Vers la liberté. Elle part vers la liberté. Elle est accompagnée par les anges qui l'amènent au paradis. Paradis réel ou paradis... Paradis, son paradis à elle. Son paradis à elle. C'est une image magnifique, justement, ce départ après cet univers de corruption qu'elle a traversé et cet univers de violence, et où elle a résisté et elle a donné, et la voir partir dans un autre univers avec la musique, le chant, la barque, la mer. C'est une image qui est d'une grande force, j'ai envie de dire, pour nous toutes. Mais elle dit, la chanson dit, dites-lui que je suis partie parce qu'une vie n'a pas de prix. Ce qui est très intéressant aussi par rapport aux femmes, c'est de voir que justement, elle, étant donné qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est elle qui ouvre aussi son cœur, sa maison, etc., pour que quelque part son mari, parce qu'elle l'aime, soit heureux. Donc ça, c'est étonnant. Oui, mais parce que, vous savez, je reviens toujours sur Narté. Son premier mariage était un mariage fabuleux. Il y a eu des tam-tams, tambours, flonflons, une grande fête, un grand bal. Et puis 5 ans plus tard, je voyais l'homme qui n'était pas... Et puis c'est elle-même qui a dit à son mari, et ça je me rappelle comme si c'était hier,
qui dit à son mari, mais écoute, prends-toi une autre femme si tu veux que des enfants. Allez, va, prends une autre femme. Et il a pris une autre femme. Qui lui a fait beaucoup d'enfants, mais aussi beaucoup de problèmes. Tu t'es inspiré de ça aussi. Voilà. Parce que il y a des portraits de femmes positifs, mais il y a des femmes négatives dans le film. Et c'est justement la deuxième femme qui apporte les problèmes, parce qu'elle a l'argent, parce qu'elle a la position sociale. La deuxième femme de cette tante, cette tante-là, elle a eu donc une co-épouse qui était une femme horrible, terrible. Et la dernière image, c'est qu'elle est partie un soir en amenant les 3 enfants en Gambie. Et elle a laissé l'homme là. Et cet homme, je pense qu'il s'est jamais sorti de ça. Et je pense que c'est ça qui a causé sa chute. Mais vraiment une énorme chute, parce qu'il s'est réfugié à l'alcool, et il est devenu méconnaissable. Alors, au moment où tu as fait le film, c'était quoi la situation au Sénégal? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs pouvoirs qui sont passés. Dans le film Yolé, tu montres Wade. Là, c'était quelle époque? 96, donc Abdou Diouf. D'accord. Donc le jugement est aussi sévère. Oui. Mais moi, je pense que le gros problème de ce continent, c'est un problème de leadership. Ce sont les leaders. Les leaders n'ont pas été à la hauteur des aspirations des peuples. Les peuples... Vous savez, moi je viens d'un pays, mais vraiment magnifique. Le Sénégal est un pays magnifique. Les gens aiment rire. C'est un peuple heureux, joyeux. C'est un peuple accueillant, hospitalier. Mais qui n'a pas eu la chance de tomber sur un leader qui est en fusion avec leurs idéaux. Et ça c'est un gros problème de beaucoup de pays africains. Dans le film, on voit dans les vêtements des gens, le président au début, il a un petit t-shirt marqué Paris, puis après il amène l'ami américain, l'oncle américain, donc c'est aussi très significatif de ce que tu veux dire. C'est une parodie de... Tu sais, quand il amène cette poupée, il dit Uncle Sam, directement Disneyland. C'est un peu un truc... La corruption n'a pas de frontières. La corruption n'a pas de frontières. La corruption, elle est partout. Elle est une corruption sentimentale. Tu vois? Il y a même de la corruption sentimentale. Donc, quand je mets un personnage comme ça, avec une façon de regarder le monde, avec beaucoup d'ironie, je me dis que Dame, en fait, est victime de lui-même, de peut-être sa naïveté, peut-être son idéalisme, et puis ses problèmes personnels qui l'entourent, et tous ses amis, faux amis, bons amis, mauvais amis, mais ce monde qui l'entoure et qui le pousse à faire des actions, ou même s'il ne veut pas le faire, sa femme va les aider à le faire. Donc, c'est une société assez complexe, et c'est une proposition assez complexe sur le devenir du monde même, j'allais dire. Parce que c'est l'homme est bon, c'est la société qui l'a perverti. Je donne toujours l'exemple d'un bébé. Quand un bébé naît, il est beau, tout le monde dit wow, il est beau, tout le monde le cajole, tout le monde marche. Et puis, après, tu stoppes là, et tu dis, ben, on rewind un peu, on forward un peu. Et tu trouves quelqu'un qui rentre au Bataclan et qui tire, et qui tue des centaines de personnes. Mais il a été un bébé, hein. Il a été cajolé, hein. Il a été caressé, il a été, voilà, on a toujours dit, oh, il est beau le bébé, il est beau, ah, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est là la question.
J'ai beaucoup aimé, moi, le journal, le Cafard. Il Cafard existe, hein, libéré. il existe. Mais ça existe. C'est Le le cafard vrai journal, libéré ça existe. existe. Ah ouais, Le ouais. cafard libéré, il existe depuis très longtemps. Le cafard libéré existe. Le cafard. C'est pas une invention. Hein. Non, c'est pas. C'est une utilisation intéressante et ironique, mais c'est pas une invention. C'est la réponse au canard enchaîné. Exact. À Dakar, on a fait le cafard libéré. Le cafard Parce que libéré. les cafards, il y en a pas, il y a plus que les canards, donc voilà. Et ils sont très libérés, les cafards à Dakar. Oui. Question? Au point de vue, ou ce que vous voulez? Le micro est toujours là. Hein. Ah. Je vais quand même revenir à ma question. La communauté, c'est souvent le clan. Comment est-ce qu'on fait, ou ça, pour sortir de son clan, pour se libérer de l'emprise du clan, de la tribu, de la communauté restreinte dont on est sorti? C'est pour moi avoir foi à la vie. La meilleure façon de sortir du clan, c'est d'être une entité entière, sans compromission, ferme. Moi, il y a des gens qui me disent tout le temps, mais putain, Moussa, tu n'es pas intelligent. Hein. Tu vois, les gars, ils te courent derrière, tu peux être milliardaire si tu veux. Hein. Tu vois, mais pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu ne vas pas vers eux comme ça va être plus simple. Hein? Parce que, tu vois, tu tireras ton épingle du jeu. Mais ce n'est pas un jeu. Non, puis il y a aussi la philosophie bourrique. Je veux dire, tu es aussi un baïfal, c'est pas un jeu. C'est une responsabilité. C'est une façon d'être debout. Hein? D'être debout et fier d'être ce qu'on est. C'est pas l'argent. C'est toutes ces histoires de clans. Moi, j'ai toujours réussi à m'en sortir. Pourquoi? En disant juste la vérité. Toujours la vérité. Et de dire ce que je pense haut. Je le dis devant le président. Et je le dis devant la vendeuse de cacahuètes à côté. Même chose, je ne fais pas de différence. C'est un être humain. Je m'adresse à l'humain d'abord, avant de voir son statut et son rang. Et c'est vrai que tu as parlé très souvent, haut et fort, contre les présidents sénégalais. On est d'accord. Mais donc, est-ce que le fait aussi justement d'avoir une philosophie de vie qui vient des baïfals, etc., ça te soutient quand même? C'est quelque chose qui mais c'est la foi. Hein. Il faut avoir foi. Mais tu sais, Dieu, ce n'est pas une soucoupe volante au-dessus de nos têtes. Hein. C'est la notion Dieu de n'est pas une soucoupe volante, retenez bien. La notion de Dieu, elle est interne, il est là. Hein. Il est avec nous, il nous accompagne. Il nous rappelle nos faiblesses, nos grandeurs. On est une partie de Dieu. On est une parcelle de Dieu. On est une parcelle du bon. On est une parcelle de la vérité. On est une parcelle de la vie, comme on est une parcelle de la mort. Dans le prochain film que vous allez voir, je dévoile juste un petit truc. Il y a un texte qui dit « Qui naît, vit et meurt. Et qui meurt, disparaît. » Donc il y a une parenthèse qui est là, entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, il y a cette parenthèse qui est fondamentale, qui fait qu'on soit fier et qu'on laisse au monde des traces indélébiles qui permettent aux autres générations d'avoir des viatiques et des leçons de vie qui leur permettront de grandir et de regarder le monde avec un autre œil. C'est comme ça que tu conçois le cinéma? Absolument. Pour moi, le cinéma, c'est une... Le cinéma c'est l'émerveillement, c'est la parole du cœur, c'est le regard sur une société, c'est le miroir d'une société, c'est
c'est aussi un art tellement beau pour moi. Enfin, je trouve que le cinéma est un art extraordinaire. Tu regardes les personnages, tu peux arriver au gros plan, tu peux entrer dans leurs émotions, tu peux les toucher, à la limite, c'est même charnel. Et tu peux vraiment jouer avec le son. Il y a énormément de choses. Pour moi, le cinéma, c'est justement cet art majeur qui permet à l'humain de se multiplier, qui permet à l'humain d'être au niveau, presque au niveau de Dieu. Parce que, vous voyez, dans ce film, il y a presque 80% des acteurs sont morts. Il y a 27 ans. Hein. Ils sont morts. Mais ils sont là. J'ai volé leur âme. C'est magique, non? J'ai volé leur âme. Et je les revois encore comme quand je tournais. Ils dansent, chantent, ils sont comme ça, ils sont pleins de vie, ils sont pleins de... Et puis, ils ne sont pas là. Ils ne sont plus là. Mais ils sont toujours là. Pour nous, en tout cas. Pour nous. Et peut-être pour... Mais tu sais, quelqu'un m'a sorti dans Twist à Popengine, un de mes films. Précédent. Que j'ai tourné à Popengine, là où je vis en ce moment. Et puis, il y a chaque année, en décembre, je fais des projections en plein air dans ce village. Et je montre mes films comme, tu vois, en cadeau de Noël au village, quoi. Donc, je montre mes films. Et puis, dans ce film que j'ai tourné en 92, non, 91, je l'ai tourné en 91. Et donc, ça fait 32 ans. Et puis, il y a des femmes qui, quand je le montre en plein air, tu entends « Oh, oh, ah !» Ça veut dire qu'ils ont vu leur papa, leur maman, leur tante, leur cousine, leur machin, qui ne sont plus là. Et, tu vois, moi, je pense que là, c'est comme une mémoire gelée. C'est comme si la vie était éternelle. Et beaucoup m'ont demandé une copie. Donc j'ai fait tellement de copies de ce film à tout le village, parce que tout le monde a eu un parent décédé qui est dans ce film-là. Des questions? Parce que sinon on va clore pour vous laisser aller dîner avant le prochain film. Ça va, c'est bon? C'est bon. Merci. Merci beaucoup.